Voilà. J'espère que chacun a bien profité de ce moment. J'ai le plaisir de vous présenter Céline Brecquer. Céline est coach, autrice de plusieurs livres, mère de 3 jeunes adultes présents ce matin pour soutenir leur maman. Céline est une personne dynamique, toujours en mouvement. Et nous pouvons imaginer, Céline, que ce repos est tout nouveau pour toi. Nous sommes heureux de t'avoir parmi nous ce matin et je pèse mes mots. Un grand merci à toi. Un merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà quelques visages connus dans la salle quand même. Heureusement, vu que je suis d'ici. Je suis née dans la région, j'ai vécu dans la région, donc je connais beaucoup de visages. Merci d'être là ce matin. Je n'étais pas sûre du tout, jusqu'à, je pense, hier matin, de pouvoir me tenir debout devant vous. Et je peux vraiment dire que c'est par la grâce de Dieu que je suis là. Il est marqué quelque part dans la Bible que Dieu se révèle fort dans notre faiblesse. Et là, je me suis dit, je me réjouis de voir ce qu'il a prévu pour chacune de vos vies ce matin, étant donné que je ne suis pas au plus haut de ma forme, c'est qu'il peut être encore plus fort parmi nous ce matin. Je voulais commencer par les remerciements, parce que sinon je vais oublier. Donc, merci à toutes les personnes qui ont prié pour moi ces dernières semaines. Grâce à vous, je me suis sentie portée, j'ai été en paix. J'ai vécu beaucoup de premières fois. C'est mon ami hier soir qui me disait comme quoi, à bientôt 50 ans, on peut encore vivre des premières fois. Donc j'ai vécu plein de premières fois ces derniers temps. J'ai vécu une première chute sur l'épaule à ski. J'ai fait ma Lindsey Vonn. C'est Léo qui me disait l'autre jour, c'est plus cool à raconter que tu t'es tombé en haut du noir que tu t'es fait les escaliers de l'appartement. Donc voilà, j'ai fait ma warrior, j'ai pu, grâce à une expérience, avoir la force et la présence d'esprit de finir ma noire jusqu'en bas, accompagnée de Jody, qui était là avec moi. On a vécu une super journée de ski avant cette chute. Pour que je puisse en bas, ça je vous le dis aussi pour ceux à qui c'est jamais arrivé, pour que Jody me trouve une infirmière qui était sur les pistes, qui avait tout dans son sac à dos, parce que les secouristes en Suisse n'ont pas le droit de nous donner des contre-douleurs. Donc j'ai eu cette présence d'esprit de prendre mon bras, de le plaquer, de redescendre. Donc c'est vraiment cet instinct de survie. On ne sait pas comment on réagit dans des moments comme ça. Pourtant, quand je suis tombée, j'ai bien entendu crac. Je savais que c'est l'épaule que je me suis cassée. Et je suis arrivée saine et sauve en bas, avant de m'évanouir presque, et en attendant les secouristes. Après, s'en est suivi une longue attente, parce que chez nous, aujourd'hui, quand on est accidenté, on doit attendre un créneau pour une opération. Et j'ai dû attendre 10 jours pour être opérée, trouver un spécialiste. J'ai donc la tête humérale qui est en miettes, donc il fallait trouver un spécialiste suffisamment compétent pour essayer de recoller le puzzle. Donc il a été bien patient, et puis l'opération a eu lieu jeudi après-midi. Il est satisfait. Quel chirurgien nous dirait « Non, en fait, je vous ai loupé, Madame Brecquer ». Voilà, donc je verrai, en fait, c'est la suite qui, je sais qu'au pire, je peux avoir une prothèse d'ici une année, mais voilà, ça c'est au pire des cas, et je verrai un jour après l'autre. Et ça aussi, c'est le mot d'ordre que j'ai reçu en début d'année par Dieu. Je prends toujours un moment pour remettre mon année à Dieu. J'ai reçu un psaume, le psaume 18. Je me suis dit, sympa un psaume. C'est cool, mais voilà, je n'ai pas tellement de pistes sur qu'est-ce que je dois faire professionnellement cette année, qu'est-ce que je dois faire dans mon privé. Je vous promets que ces 15 derniers jours, ce psaume m'a porté. Ce psaume m'a donné force, m'a donné espoir. Ce psaume, je l'ai proclamé tous les jours jusqu'à l'opération. Et ça a été comme un remède. Et c'est là où j'ai compris pourquoi Dieu m'avait donné ce psaume. Et il avait accompagné ce psaume de cette phrase que j'avais notée dans ma prise de notes. Un jour,
après l'autre. J'ai dit, waouh! Comme quoi, Dieu nous parle et faisons confiance aussi à ce qui dépose sur nos cœurs. Ce n'est pas tout de suite qu'on comprend. Là, je n'ai pas encore tout compris, non plus les raisons, je commence à avoir des bribes d'explication, mais faisons confiance à Dieu. Son temps est son temps, il correspond rarement au nôtre, mais c'est un Dieu incroyable. Donc merci à toutes les personnes qui ont prié pour moi, merci à ma famille, mon mari au travail, mais mes 3 enfants qui sont là pour me soutenir ce matin, qui ont été un support moral incroyable. Merci à Dieu, parce que malgré cet horrible accident, il a été dans chaque détail. Dans chaque détail, j'ai vu sa main. Et voilà, et toutes ces premières fois se sont bien passées, au point que je peux donner ma première conférence avec un bras cassé ce matin. Donc merci d'être là, grâce à vous. Voilà, j'en ai 2 de conférences, mais juste après l'opération, c'est quand même un exploit pour moi. Et merci à Dieu, parce que je ne me suis pas cassé une jambe. Hyper active comme je suis, je lui ai toujours dit tout sauf les jambes. Donc je n'ai qu'une épaule, et puis prochainement je vais pouvoir commencer à marcher, aller au bord du lac. Et ça n'a pas de prix à mes yeux. Et le reste, il faudra de la patience. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'épuisement. J'accompagne beaucoup de personnes qui sont épuisées, qui sont en burn-out. J'accompagne beaucoup de parents aussi. Et puis je tiens à dire aussi qu'il arrive aussi fréquemment que pas un seul des parents, mais les 2 sont épuisés. Et je suis très reconnaissante parce qu'on commence à en parler, on commence à briser les tabous, on commence à mettre des chiffres aussi. Aujourd'hui, plus de 7% des parents suisses sont en épuisement. Donc il y a une augmentation avec le Covid, et c'est une notion qui n'existait pas il y a 30 ans en arrière. Quoi, non, pas 30 ans. Léo, il a 25 ans en arrière. Il n'existait pas cette notion il y a 30, 40, 50 ans en arrière. Et pourtant, je pense me reconnaître clairement dans tout ce que j'ai pu m'informer, tout ce que j'ai pu suivre comme formation sur l'épuisement. Et je suis tellement reconnaissante qu'aujourd'hui, les choses se disent. Aujourd'hui, il existe un test. J'ai mis un QR code à un moment donné dans les slides, où vous pourrez aussi prendre en photo le QR code pour le garder. Donc, c'est 2 psychologues belges qui ont créé en fait ce test de l'épuisement parental, et elles ont écrit un livre aussi qui est en vente à la librairie, que j'ai proposé comme lecture ce matin. Faites ce test si vous êtes parent, proposez-le si vous êtes entouré de parents que vous pensez être en épuisement, parce que la première étape, c'est de pouvoir mettre des mots dessus. Ensuite, tout comme la dépression, le processus, il est même, tout comme mon épaule cassée. Il y a ces fameuses 7 étapes du deuil. Donc, il va y avoir le choc. Pour ces personnes, la plupart du temps, quand je leur fais passer ce test, alors moi, si elles sont en consultation chez moi, j'ai déjà préparé le terrain, j'ai déjà mis des mots dessus. Mais une personne qui est dans le déni, parce que c'est une des étapes du deuil, va probablement vivre en premier temps le choc du diagnostic de la dépression ou le choc du test. Ah, quand même, je pensais pas en être là. Et après, c'est toutes ces différentes étapes où on passe par la colère, on passe par la tristesse. J'ai beaucoup pleuré la semaine dernière. Et toutes ces choses nous amènent finalement à cette fameuse acceptation. On dit que l'acceptation, c'est le 80% du processus. Vous vous rendez compte ? Donc c'est à vous dire aussi à quel point c'est un gros morceau à passer, une grosse étape à passer. Et après, il ne reste plus que le 20% en fait pour arriver à retrouver un équilibre de vie. Et la dernière étape, c'est justement de pouvoir recréer sa vie, reposer sa vie, redéfinir sa vie autour de ce diagnostic. Et c'est là où on commence à avancer. Et c'est là aussi où l'espoir peut avoir sa place. Donc moi, j'attendais cette fichue opération. Et maintenant que je suis opérée,
C'était long, ces 10 jours. Vous me direz 10 jours sur une vie, je sais que dans 20 ans, je vais en rire, hein, ces fichus 10 jours. Mais j'étais dans le dur. Mes enfants, ma famille m'ont vu être quelqu'un de déprimé, quelqu'un qui a pleuré, alors je suis quelqu'un d'extrêmement positive. Mais une fois qu'on a le diagnostic, une fois qu'on a pu mettre des mots, une fois qu'on sait, on peut commencer à aller un pas après l'autre. Et c'est ça dont on a besoin. L'humain a besoin d'avoir de l'espoir, quelle que soit sa situation. Voilà, donc là, je vous ai préparé quelques slides. Heureusement, la technologie aujourd'hui est incroyable, parce que les quelques-unes que j'ai faites moi-même à la main m'ont pris, je ne vous explique pas, un certain temps. Et puis, grâce aux IA, j'ai pu faire un PowerPoint que je trouve complet. J'ai créé cette formation spécialement pour les petits-déj à la demande de Jacqueline. Donc, déjà, les 3 visages de la fatigue, je trouvais important aussi de pouvoir parler et mettre des mots sur les différentes choses qui représentent cette fatigue. Et puis après, je vous ai préparé 3 vignettes de 3 femmes qui sont des témoignages qui représentent ces 3 différents états de la fatigue. Tout d'abord, il y a l'épuisement. L'épuisement, c'est ma batterie qui est à plat. Un épuisement, il suffit d'un peu de repos, il suffit de passer une soirée à rire avec des amis. Et ça, je vais vous le dire et le redire. Le rire, l'humour, on appelle ça un tuteur de résilience. Ne vous en privez pas. J'ai été fan de l'équipe en chirurgie qui m'a accueilli, les anesthésistes. Mais est-ce qu'on a ri ensemble ? C'était incroyable. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Et de pouvoir pratiquer cet humour sur nos places de travail, dans nos familles, avec notre voisine, il ne faut absolument pas s'en priver. C'est prouvé que ça nous aide à aller mieux. Donc, cette batterie qui est à plat, un peu de repos, la batterie, elle se recharge assez facilement. Le burn-out, là, c'est mon moteur qui a grillé. On dit que le burn-out, c'est to burn, c'est griller, brûler, en fait. Et puis, on dit que c'est une perte de sens en lien avec le travail ou l'engagement. Et ça, j'insiste aussi. On va parler juste brièvement aussi de burn-out parental, mais je peux être en burn-out dans mon engagement en lien avec la politique. Je peux être en burn-out dans mon engagement en lien avec une association. À partir du moment où je suis engagée dans quelque chose, je peux risquer le burn-out. Ce n'est pas reconnu comme une maladie, c'est un symptôme, on dit, d'une situation stressante. Et puis, il y a souvent une perte de sens en lien avec le travail ou l'engagement, et cela nécessite une prise de conscience profonde et souvent un accompagnement professionnel. On a la chance d'avoir Catherine Vazet, dans le canton de Vaud, qui a écrit plusieurs livres et qui est une référence en Suisse depuis de nombreuses années. Et la dépression. Alors la dépression, là, on est dans une maladie, et on le verra ensemble, il y a un facteur génétique, c'est le monde, il est gris. Les gens ont beau me dire, mais regarde, il fait soleil aujourd'hui, regarde, le ciel est magnifique. Non, je le vois, il est gris. Il n'y a plus de couleur. Il n'y a plus rien qui a de la saveur. Et on va voir tout à l'heure comment faire dans cette situation-là. Et là, il faudra forcément pouvoir accepter à un moment donné une prise en charge, voire une prise en charge. Il y a différents types. En fait, dites-vous que pour chaque maladie, pour chaque symptôme, il y a des nuances. Il y a du très peu au très fort. Donc, une dépression légère va pouvoir se soigner, par exemple, on dit à coup de 30 minutes de marche par jour. Par contre, suivant jusqu'où vous allez dans votre forme de dépression, il va falloir accepter une béquille ou un gilet bleu. C'est un peu comme si vous aviez quelque chose de cassé. Il va falloir accepter qu'on vous soutienne par une béquille médicamenteuse, on appelle ça. Et puis, je vous ai préparé du coup 3 vignettes que Jody va vous lire. Et puis, après chaque vignette, l'idée, c'est que vous puissiez deviner quel visage nous voyons sur cette vignette.
Bonjour. Je m'appelle Laura, j'ai 38 ans. J'aime mes enfants plus que tout, mais depuis quelque temps, je me sens en bord du trop-plein. Ce n'est pas seulement la fatigue, des nuits écourtées, c'est ma tête qui ne s'arrête jamais. Penser aux courses, aux habits trop petits, au rendez-vous chez le dentiste, à la sortie scolaire de mardi, à la liste pour l'anniversaire, aux chaussures à racheter, aux mails à envoyer à la maîtresse, au frigo presque vide. Même quand je suis assise, je ne me repose pas. Mon corps est sur le canapé, mon cerveau est en train d'organiser la semaine. Je suis devenue la mémoire de toute la famille. Si je lâche, tout tombe. Parfois le soir, quand tout le monde dort, je reste dans la cuisine en silence. Pas parce que j'ai quelque chose à faire, mais parce que c'est le moment où personne ne me demande rien. Je me surprends à envier les femmes qui disent que la maternité les comble complètement. Moi, elle me comble et elle me vide en même temps. Je suis plus irritable, moins patiente, et la culpabilité est permanente. Une bonne mère devrait être douce, disponible et reconnaissante. Un jour, mon fils m'a dit « Maman, pourquoi tu es toujours fatiguée ?» Et j'ai senti les larmes monter. Je ne suis pas en dépression, je ne suis pas en burn-out professionnel. Je suis juste saturée, surchargée mentalement, toujours en vigilance et toujours responsable. Qui d'entre vous s'est déjà senti dans cette situation ? Ouais. À votre avis, on parle de duquel de ces trois visages ? Là, je pense qu'on est plutôt déjà dans le burn-out, parce qu'on le verra après, il y a cette fichue culpabilité, et c'est dit aussi au travers de plusieurs termes. Donc là, on est déjà dans l'échelle du burn-out, parental, on appelle ça. Merci. Je m'appelle Sophie, j'ai 52 ans. De l'extérieur, ma vie va bien. Je travaille à 60%, mes enfants sont grands, mon mari est présent, je n'ai pas de raison d'aller mal. Et pourtant, depuis des mois, je me réveille avec une boule à la poitrine. Ce n'est pas une grande tristesse, c'est un vide, une lourdeur constante. Les choses les plus simples me demandent un effort immense. Faire les courses, répondre à un message, sortir voir une amie. J'annule souvent au dernier moment. Je me sens coupable, je me dis que je devrais être reconnaissante, alors je souris. Je dis que je suis fatiguée. Mais à l'intérieur, tout est lourd. Même me lever du canapé peut devenir compliqué. La dépression, ouais, j'ai entendu, exactement. Tout est lourd. Et puis après, je vais aussi vous compléter avec 2-3 éléments. Et pour finir, je m'appelle Marie, j'ai 67 ans. Je suis retraitée, mais je n'ai jamais été aussi occupée. Je garde mes petits-enfants, j'aide ma sœur malade, je soutiens mon mari. Je dis souvent « ça va, je gère ». Je ne suis pas triste, je ne suis pas en colère. Je suis juste fatiguée, profondément fatiguée. Je n'ai plus d'énergie de marcher longtemps. Je m'endors devant la télévision. J'oublie des mots. Je pensais que c'était normal. L'âge, le rythme, la vie. Merci beaucoup. Merci. Donc là, on est dans la 3e vignette, même si, j'ai envie de vous dire, il y a déjà des signes un peu où il faudrait y faire attention. J'ai vu plein de femmes sourire dans la salle. Là aussi, l'épuisement des grands-parents, on commence à en parler. Vraiment. Et on se dit, ouais, on devrait gérer. C'est pas nos enfants, on les rend à un moment donné. Mais non, ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Et là, maintenant, je vais vous donner 2-3 éléments aussi pour faire la distinction. Déjà, la dépression, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'une personne en dépression va être une personne où tous les jours de la semaine va être poursuivie par les mêmes pensées. Une personne en épuisement ou en burn-out, il lui suffit de quitter l'engagement qui la met en épuisement ou en burn-out, c'est-à-dire un parent, vous l'envoyez en week-end, et tout revient. Le mental, l'énergie, la motivation, les choses reviennent. Par contre, une personne en dépression, quel que soit le contexte, va être en permanence poursuivie par ces mêmes pensées. Voilà, donc ça c'est vraiment une personne en épuisement professionnel aussi, on le voit, ce sont des personnes qui en vacances peuvent faire du sport, ont des loisirs, ont des hobbies, mais la semaine, le dimanche soir c'est la boule au ventre et la semaine
il y a vraiment quelque chose d'extrêmement lourd à porter pour ces personnes-là. Donc c'est un peu comme ça qu'on différencie en fait l'épuisement déjà, le burn-out de la dépression. Et maintenant, comment est-ce qu'on va différencier l'épuisement du burn-out? L'épuisement, il va suffire de peu de choses pour récupérer en fait. Tandis que le burn-out, en fait, il va juste un après-midi comme ça ne va pas suffire en fait pour recharger la batterie. La batterie, elle a brûlé. Et dites-vous, là on sait aussi aujourd'hui que plus longtemps la batterie aura brûlé, donc plus longtemps vous aurez été exposé au stress sans avoir eu une prise en charge, une aide, plus longtemps vous allez mettre à récupérer. Et là souvent les personnes en épuisement, quand elles sortent de leur épuisement, font l'erreur de tout reprendre comme avant, surtout suivant le tempérament qu'on a. Et là, c'est ce qu'il faut vous dire, moi c'est ce que je leur dis, c'est un peu comme l'alcoolisme, c'est que dites-vous que vous êtes en sursis à vie. Une fois qu'on a grillé une fois, eh ben, le moteur a déjà pris. Il est déjà fragilisé. Donc c'est important en fait d'être encore plus attentif aux signes avant-coureurs et puis on travaille beaucoup sur justement ces signes avant-coureurs pour lever le pied avant de replonger en fait dans un épuisement. Voilà, donc c'est un peu la différence entre ces différents types de fatigue. Jacqueline, j'ai jusqu'à quelle heure? Hein? Ah ouais, c'est bon, j'ai le temps. Ouais. Parce que là, je pense, j'ai souci que je fasse un peu long. Parce que l'énergie est là. Donc, qui est à l'abri d'un burn-out, à votre avis? Personne. Non, il y a quand même un type de personnes qui sont à l'abri du burn-out. Alors, les perfectionnistes ne sont surtout pas à l'abri du burn-out, au contraire. Ouais, je pense que c'est les premiers à être concernés. Hein? Ah, oui, pas de souci. Ouais. Donc, qui est à l'abri? À qui ça ne va jamais arriver, même si on ne devrait pas utiliser le mot « jamais » ? Hein? Les enfants, ça dépend quel âge, j'ai envie de dire. Et puis, je pense que ça va dépendre aussi du tempérament. Je connais des enfants déjà en âge scolaire hein, qui sont déscolarisés, qui sont en dépression. C'est quand même aussi un phénomène assez nouveau, mais je connais beaucoup d'enfants à cause de leur perfectionnisme, de leur besoin de réussir à tout prix, qui sont déjà suivis par des psychiatres en fait. Donc non, les enfants ne sont pas complètement à l'abri. Je vais vous mettre une petite vignette, une petite image. Pardon, à votre avis, je ne parle pas des animaux, non? Elle représente quoi, cette image? Oui, le fainéant. Donc, la seule personne qui peut être à l'abri d'un burn-out, c'est le paresseux ou la paresseuse. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, arrêtons de critiquer les paresseux et les paresseuses, parce qu'ils ont finalement bien raison. Ils coûtent moins cher à la société et en fait, ils font preuve d'une grande sagesse. Voilà. Maintenant, j'ai juste prévu une vignette sur le burn-out parental, étant donné que je sais qu'il y a de plus en plus d'hommes dans la salle et vous êtes beaucoup aussi de grands-parents et de jeunes. Donc, c'est pas une conférence uniquement sur le burn-out parental. Donc, déjà... Ah, c'est écrit petit. Ok, je vais vous traduire. Déjà, c'est quelques symptômes. Donc, le burn-out parental, déjà, c'est une impatience accrue. C'est une maman ou un papa qui n'a plus de patience, qui crie pour un rien, qui a fleur de peau, comme on dit. Il y a aussi une perte de joie. C'est un parent qui va subir sa responsabilité de parent, qui va
faire preuve d'une grande tristesse, qui va souvent peut-être pleurer, mais qui est éteint en fait. Donc il n'y a plus de sourire. Et pourtant le sourire, on sait combien il est important pour le développement d'un enfant, il est important pour notre bien-être, mais il ne peut plus. Il est au bout de sa vie. C'est l'isolement aussi. Les parents en épuisement, ce sont hélas les parents, je dis hélas parce qu'on va voir aussi ensemble qu'un des critères de résilience, c'est de demander de l'aide. C'est des parents qui vont s'isoler, qui ne vont plus vouloir voir personne, parce que ce sont des parents qui n'ont plus d'énergie déjà pour s'occuper de leurs enfants. Donc, ils vont garder le peu d'énergie qu'il leur reste pour assumer les enfants et leur travail. Donc, il y a un isolement qui va encore fragiliser, en fait, la situation. C'est aussi, moi, j'ai des parents qui se sentent incompétents, qui ont l'impression... En fait, le problème, c'est qu'on est confronté à une société du perfectionnisme, une société de l'idéalisme, une société des réseaux sociaux, qui nous renvoie à chaque fois des images de la perfection, des images de gens qui gèrent, de parents épanouis. Déjà à l'époque, moi je prends toujours cette image, c'est la fameuse publicité La famille Ricoré. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Puis moi j'étais là, mes enfants, quand ils arrivaient à 7h le matin, le dimanche matin, à sauter sur mon lit, j'étais là, c'est fou, mais j'arrive pas à sourire comme la maman de La famille Ricoré. Je ne sais pas pourquoi. J'étais plutôt là, non, c'est trop tôt, retourne te coucher. Donc il y a vraiment cette image qu'on nous renvoie en permanence de « je suis enfin parent ». Je devrais être heureuse. Et aujourd'hui, il y a encore le phénomène qu'il est toujours plus difficile de tomber enceinte à cause de problèmes croissants en termes d'infertilité. Donc, je culpabilise parce que j'ai la chance d'avoir un bébé. Ma copine, ça fait des années qu'elle cherche, qu'elle attend. Et en plus de ça, je n'arrive même pas à m'en réjouir. Je n'arrive même pas à être heureuse de ça. Et le nombre de parents qui me partagent le fait qu'ils culpabilisent des pensées qu'ils ont à l'égard de leurs parents. Alors, je vais faire de l'humour. Je leur disais, alors, vous savez, moi j'ai lu tous les livres qu'il fallait au monde, j'ai fait toutes les formations qu'il fallait au monde pour être sûre d'être la meilleure mère possible. Déjà, d'être la meilleure mère possible, c'est pire que tout, parce que ça empêche nos enfants, en fait, de pouvoir, eux, se projeter en bons parents. Donc, d'entrée, ils vont se dire que eux, ça ne vaut pas la peine qu'ils essayent. Hein. On appelle ça, c'est Winnicott, le psychologue américain, qui parlait justement du meilleur parent possible. Donc, oubliez le fait d'être le meilleur parent possible. Et je disais, on va voir si vous suiviez, parce que ça, c'est le problème du contre-coup de l'opération. C'est pire de pouvoir être le parent impeccable. Et avant, je vous parlais de... J'ai perdu le fil. Pardon ? Hein ? La culpabilité. Ouais, merci. Donc, c'est des parents qui se sentent extrêmement coupables et qui ont une vision d'eux extrêmement rabaissante, avec un manque d'estime d'eux. Et moi, je voulais arriver à ce fameux... je leur disais, moi aussi... Même avec tout ce que j'ai fait pour être la meilleure mère possible, il y a des fois, j'ai envie de les laisser sécher à la cave. Et j'aime bien dire que je préférerais me dire que je vais les laisser sécher à la cave, parce que l'émotion, elle a le temps de retomber, et j'ai le temps d'aller les rechercher avant que ce soit trop tard. Tandis que les parents qui me disent que j'ai envie de les mettre par la fenêtre, suivant à l'étage où vous êtes... j'ai souci que ce soit irrémédiable. Donc voilà, donc le fameux humour aussi, et puis aussi d'oser parler. Donc si vous êtes grands-parents, si vous êtes entouré de jeunes parents, parlez de vos doutes, parlez des moments où vous n'en pouviez plus. Il n'y a rien de meilleur en termes de posologie et de médicaments qu'un parent qui entend quelqu'un dire « mais moi aussi ». J'en pouvais plus. Mais moi aussi, j'ai galéré. Mais moi aussi, j'ai pas su quoi faire à ce moment-là. Donc voilà, osez parler de vos faiblesses. Parce que vous avez entendu en début de conférence, qu'est-ce qui se passe quand je suis faible ?
Dieu est fort, exactement. Voilà pour le burn-out parental. Maintenant, on va voir surtout, parce que ce qui vous intéresse après, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Donc déjà, l'humain, d'après vous, de quoi a-t-il le plus besoin ? D'être reconnu. Ouais, merci Jacqueline, alors tu l'as dit très haut et très fort. Il a besoin de reconnaissance. Et ça, maintenant, on le sait avec la psychologie positive dont je suis fan. Je trouve que c'est une psychologie qui est très proche de, je pense, comment Dieu a créé l'homme. Donc, il a besoin de reconnaissance. Et il a besoin de quoi d'autre ? D'amour, je pense que ça fait partie de la reconnaissance. Si je suis aimée, je me sens reconnue. Respect, sécurité, je pense qu'on est aussi dans cette histoire de reconnaissance. Relation, là aussi on est dans la reconnaissance, mais je vais vous le dire. Il a besoin de sens. Et là aussi, quand on est en épuisement, en burn-out, c'est ça qui, en fait, est en jeu. C'est la perte de sens, souvent, quand on est en épuisement, par exemple, professionnel. Il y a un manque de reconnaissance. Ça, c'est typique chez les parents en épuisement parental. Est-ce que votre compte salaire a augmenté ? Les parents qui sont là dans la salle. Où sont les parents dans la salle ? Ouais, est-ce que vous touchez plus d'argent depuis que vous êtes parent ? Un tout petit peu, hein, il y a les allocations, hein. Quand même. Hein. Ouais. Donc déjà là, on n'a pas de reconnaissance salariale. Et est-ce que vous avez un patron qui vous dit à la fin de la journée « Bravo, tu as bien fait ton job ». Non, vous êtes votre propre patron, donc c'est à vous de vous dire « Bravo, là tu as crié un peu moins que hier, je suis fière de toi ». Et il y a cette fameuse perte de sens en travail, et c'est là on va retrouver aussi comment redonner du sens, parce que si je ne trouve pas le sens à ce que je fais, ben, il n'y a pas de raison que je le fasse. Donc ça, c'est les deux choses dont l'humain a foncièrement besoin. Et là, si vous êtes dans une période difficile dans votre vie, si vous vous sentez fatigué, épuisé, c'est sur ces deux leviers qu'il va falloir agir. Comment retrouver du sens ? Parfois, c'est en rajustant certaines choses dans notre quotidien. Parfois, c'est en faisant un peu un exercice au travers de nos valeurs. Souvent, en fait, on est en épuisement parce qu'on est en décalage dans ce qu'on fait dans notre quotidien avec les valeurs qui nous habitent actuellement. Donc là, il y a peut-être prendre conscience que cet engagement, en termes d'association, elle ne correspond plus aux valeurs qui m'habitent. Et là, il y a des réajustements à faire pour retrouver du sens et peut-être aussi des réajustements à faire pour retrouver de la reconnaissance. Et puis, il y a deux principaux mensonges aussi, qui sont là, je pense, depuis très longtemps. Donc, je vais vous les dire, ou bien non, je peux vous laisser deviner. Qui a une idée de quel est un mensonge qu'on entend souvent et qui n'est pas top par rapport à l'humain ? Pardon ? Tu vaux rien. Ouais, alors ça, et puis des fois, on se le dit soi-même. Hein. Ouais, tu vaux rien. Quoi d'autre ? Tu n'y arriveras pas. Ouais. Donc ça, c'est toutes ces petites voix, on appelle ça ces croyances, ces fausses croyances sur lesquelles on peut aussi travailler. Mais il y a surtout deux principaux mensonges. C'est que le premier, c'est avec de la volonté, on peut tout faire. Ah, mais oui, tu verras, serre les fesses, ça va passer. Ouais. Non, mais là, il faut juste que tu aies un peu plus de volonté, là. Vas-y. Crois en toi, tu vas y arriver. Il n'y a pas de raison, ça va passer. Donc avec la volonté, tu peux tout faire. Et le deuxième, tu as le contrôle sur ta vie. À partir du moment où on accepte le fait que parfois on n'y arrive pas, et c'est OK. La semaine dernière, j'ai pleuré. La semaine dernière, j'étais au fond du trou, mais c'était OK. Et la deuxième chose, à partir du moment où j'ai compris que je n'ai pas de contrôle sur ce qui m'arrive,
et que je dois accompagner ce qui m'arrive et pas résister et pas faire opposition à ce qui m'arrive et refuser ce qui m'arrive, c'est là où je vais pouvoir vraiment avancer et grandir. Et le contrôle, ça c'est un truc typiquement chez nous les femmes. Je ne sais pas pourquoi on est né avec une baguette dans les mains, puis on est persuadé qu'on peut tout maîtriser, tout contrôler. C'est le témoignage de cette femme qui a cette surcharge mentale, qui réfléchit à tout. En tant que femme, on a une telle résistance, on a des telles capacités à faire plusieurs choses à la fois, même si on est monotage comme les hommes, mais ça c'est encore un autre discours, ça en part dans les neurosciences. On est tellement persuadé qu'avec plus de stratégie, plus de préparation, ça va passer, mais on en oublie que non, la vie, des fois, elle peut jouer des tours et que parfois, c'est même ce contrôle qui va nous amener à l'épuisement. C'est même souvent ce contrôle qui nous amène à l'épuisement. Donc, on a vraiment à faire un travail sur nous en tant que femmes, à lâcher prise, ce fameux lâcher prise. Le lâcher prise, c'est pas genre je lâche, il n'y a plus rien dans ma main. Parce que c'est stressant de plus rien avoir dans la main. Je ne sais pas vous, ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien quand même avoir quelque chose dans la main, parce que si j'ai plus rien, je fais quoi ici, quoi. Donc le lâcher prise, c'est juste se détendre. Là, vous avez vu, je passe de là, je contrôle, je maîtrise, je suis une femme, on va y arriver. Je suis solide, je suis forte. À j'accepte que je ne peux pas tout contrôler, que je ne peux pas tout maîtriser. Et j'accepte que mon mari, il fait différemment que moi, mais ça ne veut pas dire que c'est moins bien. Voilà, alors on applaudit, on peut applaudir, ouais. Voilà, parce qu'on a plein d'hommes dans la salle. Et là, vraiment, on a à vous libérer, messieurs, dans vos dons, vous libérer dans votre façon de faire, parce qu'on est une équipe, et quand on a la chance, parce qu'on n'a pas tous la chance d'être en couple, on est une équipe, et c'est cette complémentarité, cette diversité qui fait qu'on peut montrer aussi un exemple plus complet à nos enfants. Et nous, en tant que femmes, on a vraiment un job à faire, à se dire, c'est OK qu'ils fassent moins bien quand même. L'aspirateur. Ouais, moi, j'ai compris qu'il fallait qu'il fasse la panosse. Parce que je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais si l'aspirateur était mal fait, c'est horrible de faire la panosse après. Donc autant que l'aspirateur soit vraiment bien fait, la panosse c'est un peu moins grave si on n'a pas pu... Alors je vois Anthony qui rigole. Anthony, tu n'iras pas cafeter. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des amis à mon mari, donc je ne peux pas tout dire ce que j'avais prévu ce matin. Voilà, donc là, il y a le fameux petit QR code pour le test sur le burn-out. Et puis après, on va en venir à surtout qu'est-ce que je peux faire pour m'aider si je me sens en épuisement ou pour aider la personne avec laquelle je vis celle en épuisement. Donc, vous pouvez prendre en photo, vous tapez de toute façon test burn-out parental, vous tombez directement sur le site de ces deux Belges. Il y en a une, elle a un nom à coucher dehors, je m'excuse, mais là, avec mon état de fatigue, je ne vais pas pouvoir vous le sortir maintenant, mais il est en librairie, le livre. Et puis on va passer, il me reste 20 petites minutes pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Enfin, c'est ça qui nous intéresse. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est comme quand on demande un diagnostic, quel qu'il soit, que ce soit un diagnostic HP, TDAH, c'est tous ces mots qui sont un peu à la mode en ce moment, c'est cool. Je fais quoi de ça maintenant, docteur? Eh bien, prenez une petite pilule. Je vois que vous avez gentiment terminé de prendre vos photos. On va pouvoir... Léo, il a besoin d'un peu de café. Voilà. Je vous invite à réfléchir dans votre tête ou à dessiner, si vous avez un bout de crayon, sur une feuille, d'après vous, si vous avez un cheesecake devant vous et que vous deviez le partager en 3 parts, d'après vous, mon état de bonheur aujourd'hui dépend à combien de pourcentage de la génétique, de ce que j'ai hérité,
à combien de pourcentage de ce que je fais tous les jours de ma vie et à combien de pourcentage des circonstances, de ce qui m'est arrivé. Donc, un cheesecake, 3 parts de gâteau. Quelle portion représente l'impact de la génétique sur mon bonheur aujourd'hui, sur comment je me sens aujourd'hui? Quelle part représente les circonstances et quelle part représente ce que je fais tous les jours de ma vie? Je vous laisse quelques secondes, je bois en même temps un petit verre d'eau pour y réfléchir. Alors, si mon test fonctionne, vous devriez tous répondre faux. Hein? Vous devriez tous répondre faux si mon test fonctionne, parce que je le fais systématiquement, je le fais souvent en consultation, et on est à chaque fois à côté de la plaque. Donc, je vais... Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est revenu en arrière. Oui, mais c'est normal, je ne veux pas vous montrer la réponse. Bah ouais. Ah ouais, si je veux que vous répondiez faux. On appelle ça l'apprentissage par l'erreur. Et ça, c'est aussi une technique d'apprentissage en termes de neurosciences qui est assez intéressante. Alors, allons-y. Donc, le 50% de mon bonheur est lié à ce que j'ai reçu comme bagage génétique. Et là, on est encore dans la psychologie positive. Le 50%. Donc là, maintenant, je veux qu'à partir d'aujourd'hui, vous sortiez de ma conférence en soit remerciant le ciel d'avoir la chance d'avoir reçu le capital génétique que vous avez reçu grâce à votre positivisme et votre optimisme, ou, deuxièmement, en ne blâmant pas la personne à côté de vous qui voit la vie toujours en gris. Elle n'a pas reçu le même bagage que toi. Et dans les familles, ça se voit, dans les fratries. On peut avoir une personne extrêmement positive et une personne qui a des traits, qui peut tomber avec des risques de dépression, en fait, dans la même famille. Il y a tellement de facteurs génétiques et de croisements génétiques qu'on ne sait pas ce que ça peut donner. Donc, si vous êtes optimiste, positive, remerciez le ciel d'avoir, à un moment de votre naissance, de votre création même, je crois que c'est au moment directement de ce qui se passe in utero, que le capital génétique se construit, c'est juste, monsieur le biologiste? Et puis, remerciez le ciel pour ça, parce que là en haut, il y a il a bien saupoudré avec le sucre glace du positivisme. Et si par contre, vous avez tendance à avoir de la peine, à voir de la couleur dans la vie, dites-vous que ce n'est pas parce que vous ne faites pas assez d'efforts. Ce n'est pas parce que vous êtes plus nul. C'est juste que vous avez reçu un capital génétique différent. Il va falloir apprendre à vivre avec, parce que vous avez forcément des forces, même si c'est difficile de voir la vie en rose en ce moment, ou depuis de nombreuses années. La dépression aussi, elle peut s'installer sur de nombreuses années. Donc, l'autre chose, il y a le 10% qui incombe à ce qui m'arrive, les circonstances. Donc là, il y a des études qui ont été faites. Quelqu'un qui gagne au loto, une année après, se retrouve au même niveau de félicité qu'avant d'avoir touché le gros lot. Tout comme quelqu'un qui se retrouve en chaise roulante se retrouve une année après à retrouver le même niveau de bonheur qu'avant son accident. Alors c'est à peu près une année, on est d'accord. Et je trouve ça extrêmement intéressant. On a la chance d'avoir dans la famille un exemple de positivisme accru dans la personne de mon papa, qui est en chaise roulante, qui a vécu toutes les catastrophes possibles au monde. Il a passé par le centre des brûlés et il garde un positivisme hors norme grâce à son capital génétique. Et il reste le fameux 40%. C'est énorme. 40%, c'est
toute la part de ce que vous allez pouvoir faire au quotidien pour vous aider à aller mieux, ou peut-être entourer la personne de votre entourage qui ne va pas bien pour l'aider à aller mieux. Donc là aussi, je trouve qu'on a aussi tous ces versets bibliques qui nous parlent de proactivité. Quand le paraplégique, Jésus lui dit « lève-toi et marche », ce n'est pas Jésus qui l'a pris, qui l'a mis sur ses jambes. Il lui a dit « lève-toi et marche ». Donc Dieu nous demande d'être responsable de notre vie. Dieu ne nous demande pas d'être une victime. Dieu nous demande de prendre notre responsabilité et de faire ce qu'on a à faire, de faire notre job, notre part d'humain. Et c'est là où lui, il va faire la différence aussi. Donc, je vais aller directement là. On en a beaucoup parlé, déjà la foi, c'est quelque chose à activer dans nos vies. C'est prouvé, je vais vous montrer des chiffres après, que la foi est aidante, elle est puissante. Donc déjà, elle est par notre identité, on sait qu'on est accepté par Dieu tel que nous sommes. C'est la seule personne au monde qui nous accepte avec tous nos défauts. Même notre douce moitié a de la peine parfois avec chacun de nos défauts, tout comme nous, on a de la peine avec parfois certains de ses défauts. Le seul qui nous accepte et auprès duquel on peut arriver, quel que soit notre état, c'est notre Dieu. Le repos, je vous l'ai dit, ce psaume que j'ai lu m'a amené de la paix, du repos. J'ai dû attendre 3h30 sur un lit avant d'être opérée parce qu'il y a une petite grand-maman qui est passée avant moi. Je vous promets que sans mon Dieu, je ne sais pas comment j'aurais tenu 3h30 sur mon lit à stresser avant une anesthésie complète, la première de ma vie entière. Donc c'est un lieu, Dieu nous promet sa paix qui dépasse tout, qui surpasse tout. Et pour ce faire, il faut qu'on s'arrête d'abord pour pouvoir l'accueillir. Si on continue à courir comme on court dans notre vie, jamais on peut avoir accès à cette paix. Donc c'est s'arrêter et de pouvoir l'accueillir et lui laisser cette place. Et puis cette fameuse espérance. Dans la Bible est truffée de passages bibliques qui nous donnent de l'espoir. Le verset biblique de notre mariage, c'est que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour ma vie, un avenir et un espoir et une espérance. Et ce verset, on peut le proclamer. Quel que soit ce que je vis maintenant, ce ne sont pas les projets de Dieu. Dieu, il a un avenir et une espérance pour moi. Il a quelque chose de beau pour moi. Et il va m'y amener. Je ne sais pas combien de temps. La traversée du désert a duré un certain nombre d'années. Donc parfois, c'est un certain nombre d'années. Mais il y a une lumière au bout du tunnel. Ce qui est hyper compliqué pour nous humains, c'est de ne pas savoir à quel moment elle est là, la lumière. Moi, si je cours un 20 km, je sais où j'en suis dans mon 20 km. Tandis que quand on est dans une épreuve, que ce soit la maladie, la dépression, l'épuisement, on n'a pas notre montre qui nous dit « Ah, Céline, tu as déjà fait 11 km, plus que 9, courage !» Et c'est ce mental, en fait, qu'on va pouvoir travailler avec Dieu, en s'accrochant à lui. Donc la foi, elle aide à affronter l'adversité. Environ 50% des patients s'appuient sur la religion pour faire face à leur pathologie, trouvant un sens, un réconfort et une meilleure estime de soi. Donc voilà ce que la foi nous amène. Voilà ce qu'elle m'a amené ces derniers jours. Maintenant, j'ai besoin de savoir, à votre avis, combien de pourcentage de tronçons de vie je vais pouvoir vivre en plus parce que je suis croyant. Dites-moi, un chiffre. Allez-y, essayez. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Même s'il y en a une bonne qui va arriver. Combien de pourcentage de tronçons de vie je vais pouvoir vivre en plus en moyenne parce que je suis croyant? Et c'est en moyenne. 15%? Vous êtes à 15-20? Ouais, vous êtes bien, vous êtes déjà extrêmement positif. Donc il semblerait que 29% en moyenne des personnes sont croyantes
Une personne croyante va pouvoir vivre à peu près une longueur de vie de 29% de plus qu'une personne non croyante, en moyenne. C'est incroyable, hein? Donc, juste vous dire à quel point notre foi, c'est mieux que l'ovomaltine, hein? Maintenant, 2 mots aussi qui sont fondamentaux dans vos épreuves. C'est une règle toute simple. Dieu, quelles que soient nos épreuves, quel que soit ce par quoi on vit, nous a donné, à quelque part, un mode d'emploi. C'est « soyez reconnaissants ». Quel que soit ce que l'on vit actuellement, on peut trouver des sujets de reconnaissance. Alors j'ai travaillé dur ces 10 derniers jours, hein, mais chaque jour, je réfléchissais à ce pourquoi je pouvais être reconnaissant, malgré mon accident. Ça, c'est la première chose. Donc tous les jours, moi j'ai un carnet de prières. Je fais comme ma grand-mère qui venait fidèlement à tous les petits déjeuners qui avaient lieu ici à Yverdon. Elle avait, je ne sais pas combien de carnets qu'on a retrouvés après son décès. J'ai un carnet de prières où je note mes sujets de reconnaissance. Et la deuxième chose, c'est proclamer votre confiance en Dieu. Je te fais confiance. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je suis fatiguée de ce qui m'arrive. J'en peux plus d'être dans ces sentiments de dépression. J'en peux plus d'être épuisée. Mais je te fais confiance. J'ai confiance que tu as une voie de sortie. Tu es le Dieu qui peut tout. Donc ça, c'est les 2 mots que je vous laisse vraiment pour activer votre levier qui est la foi. Puis maintenant, ce qui va vous intéresser aussi peut-être que vous ne vous sentez pas concerné par ces 3 visages de la fatigue, même si je pense qu'on y passe tous à un moment donné. En tout cas, dans le premier, la fatigue, l'épuisement, on y passe tous à un moment donné. Ça va être, si j'entoure ou si j'ai quelqu'un de proche qui vit soit une dépression, soit un burn-out ou qui n'en est pas encore conscient. Donc, la première chose, c'est cette présence silencieuse. Et là, je vais vous parler d'écoute à la rogerienne, comme on dit, d'écoute empathique. C'est-à-dire, je ne veux plus que vous cherchiez à donner des conseils à cette personne. Non. Parce que quand on nous donne des conseils, qu'est-ce qui se passe quand on souffre? Pardon? Ça stresse, ouais. On se sent encore dévalorisé. Et là, la plupart du temps, on y a déjà réfléchi à ces conseils. On a déjà fait le tour du problème, on est dans le problème. Donc voilà, donc on se sent dévalorisé. Donc si vous voulez vraiment être aidant, être un proche ou une proche aidante, accueillez, écoutez, reformulez, redites avec vos mots ce que vous avez compris. Et arrêtez d'essayer de trouver une solution pour la personne. Soyez juste là, présent, parfois même de rien dire, de donner la main à la personne, et de la regarder, ça suffit. Hein? Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, on peut prier pour la personne, c'est-à-dire peut-être qu'avec la personne n'est pas croyante, mais on peut prier pour, et puis on peut aussi lui poser la question. Moi, j'ai beaucoup d'amis à qui j'ai posé la question dans des moments difficiles, qui n'étaient pas forcément croyantes reconnues. J'ai jamais eu une amie qui m'a dit « Non, j'ai pas envie que tu pries avec moi ». Les gens sont en général touchés. Et c'est à nous d'oser, et puis on demande, on propose. Si la personne elle dit non, ben on respecte. Ensuite, une aide concrète, c'est-à-dire concrètement, comment je peux t'aider ? Ça, je pense que vous êtes beaucoup à déjà le faire, je suis convaincue. Et puis d'accepter que la personne n'ait pas envie, mais aussi parfois, j'ai envie de dire parfois, en respectant l'intimité de la personne et en n'envahissant pas la personne, parfois il faut forcer un peu, parce que certaines personnes ont de la peine à accepter de l'aide, donc parfois il faut faire, et puis vous verrez bien comme la personne réagit. Si la personne elle est soulagée, c'est que vous aviez bien fait. Si elle est vexée, c'est qu'il ne faut pas le refaire. Voilà. Mais n'hésitez pas aussi parfois à prendre les devants, parce que quand on est malade, on est blessé, on est déprimé, des fois on n'a même pas la force d'accepter de l'aide concrète.
Donc, débarquez avec un petit repas tout fait, et puis vous verrez bien comment la personne, elle réagit. Et puis là, seul conseil que vous avez le droit de donner, c'est suivant l'état de la personne, c'est je vais te le dire qu'une fois, parce que je ne vais pas te harceler avec ça, mais est-ce que ça ne serait pas bien que tu puisses te faire suivre par quelqu'un, tu puisses en parler à ton médecin, parce qu'on parle souvent par le médecin de famille, si jamais. Est-ce que ça ne serait pas bien ? Et je ne te le dis qu'une fois, mais moi, je pense que là où tu en es, c'est peut-être quelque chose qui peut te soutenir. Parce qu'on l'a vu dans les 7 étapes du deuil, parfois la personne est dans le déni, et parfois, il faut quelqu'un qui ouvre les yeux. Et si vous êtes l'ami en question, c'est peut-être vous qui allez ouvrir les yeux à la personne que vous accompagnez. Voilà comment vous pourriez vous rendre utile auprès de vos proches. Évaluer, voilà, je vais avancer parce que j'ai 2-3 trucs, mais c'est pas grave. Je vais prendre 7 slides encore avant d'arriver à la conclusion. Je travaille beaucoup avec les personnes que j'accompagne sur comment réajuster mon agenda et puis mettre plus d'espace pour des activités ressourçantes. Ces activités, elles peuvent être en lien avec le corps, on est corps, âme et esprit, elles peuvent être en lien avec le cœur, donc le cœur et l'âme. Donc moi je dis l'esprit, on pourrait rajouter l'esprit parce que c'est tout ce qui est lecture par exemple, tout ce qui est formation. De rajouter ces choses-là dans votre agenda, ça veut dire à la place d'accepter quelque chose qui va me fatiguer, c'est faire quelque chose qui me ressource. Et ça va être tant que je n'ai pas récupéré de ma batterie, ça va être d'être un peu égoïste, parce que pour moi, être égoïste, finalement, c'est altruiste. Comment est-ce que je peux être utile si j'ai fini dans le mur ? Je ne peux plus l'être. Donc, à un moment donné, moi, j'ai été une maman, à un moment donné, extrêmement égoïste. Je me suis autorisée les siestes. Voilà, oui. Ouais. Et les siestes, c'est prouvé aujourd'hui. Les siestes, vous allez obtenir un meilleur rendement de vous-même si vous faites une sieste que vous n'en faites pas. Donc, en plus de ça, c'est efficace. Il n'y a rien de plus efficient qu'une sieste. Donc, ce n'est pas une perte de temps, une sieste. Donc, le corps, ça peut être marcher, ça peut être respirer, boire de l'eau. Ça, c'est fondamental, mais on l'oublie. C'est la fameuse base de la pyramide. Parfois, c'est des petites choses. J'accompagne des jeunes qui ne prennent même pas le temps de boire de l'eau. Donc, de mettre en place des petites choses toutes bêtes comme ça. On ne va pas chercher la baguette magique. On va chercher, vous vous souvenez, un jour après l'autre, surtout, non pas vous souvenez, je ne vous l'ai pas encore dit, on va chercher le plus petit pas possible à faire aujourd'hui. On ne va pas chercher à mettre la barre haute. On va chercher ces petits changements qui, bout à bout, vont faire un grand changement. Après, ça peut être au niveau de l'âme, c'est tout ce qui est en lien avec la méditation. Et puis au niveau du cœur, la pratique de la gratitude, on en a déjà parlé. Rire, on en a parlé aussi. Le ton nature. Mais c'est à vous de créer votre propre liste de vos activités ressources. Parce que moi, je ne me ressource pas du tout la même chose que mes enfants, qui sont pourtant, ils viennent tous du même endroit. Donc, on est tous différents, on a tous des besoins différents. Donc, peut-être que si vous vous sentez épuisé, ou peut-être plus que ça, vous pourriez commencer concrètement, cet après-midi, à prendre un café avec vous-même, parce que ça, c'est fou, comme c'est facile de prendre des rendez-vous avec des gens, hein, mais des fois, de s'arrêter avec soi-même et de prendre le temps de prendre soin de soi-même, c'est quelque chose de difficile. Donc, prenez un café avec vous-même, faites une liste sur une feuille de toutes les activités que vous savez être des activités qui vous font du bien. Et là, suivant votre niveau de fatigue, c'est au quotidien qu'il faut rajouter ces activités. Ce n'est pas juste samedi, je prendrai un moment pour. Dites-vous que votre corps, il ne ment pas. Donc si aujourd'hui vous vous sentez fatigué, c'est que probablement votre corps veut déjà vous donner des signaux. Il est déjà en train de vous dire « ralentis ». Mais dans un monde où tout va toujours plus vite,
Dans un monde où on est toujours plus sollicité, c'est compliqué de ralentir. Et suivant votre tempérament, ça l'est encore plus. Hein. Je vois Nathalie là-bas au fond, hein. On se reconnaît là-dedans, hein, un tout petit peu. Donc, prenez le temps de vous arrêter. C'est uniquement en vous arrêtant que vous allez pouvoir réajuster la cible et recharger votre batterie. Faites cette liste d'activités, agendez-les, parce qu'une fois qu'on a la liste, si on ne l'agende pas, ça va être une checklist de plus dans notre maison. Hein? Agendez ces plages. Parce que le problème, c'est que l'humain n'aime pas le vide. Donc si vous ne mettez rien dans votre agenda, vous allez prendre autre chose. Et cette chose-là ne va pas forcément vous ressourcer. Donc agendez dans votre agenda ces plages de récupération, ces activités ressources, et soyez égoïste. C'est OK quand on est fatigué d'être égoïste. Vous pourrez être altruiste dans un deuxième temps. Aime ton prochain comme toi-même. Jésus n'a jamais dit que tu devais te consacrer complètement à l'autre en t'oubliant toi-même. D'accord ? Et puis, on arrive à la conclusion. Ouais, je lis juste ces 3 phrases et puis il y aura un verset biblique et un chant qui va s'en suivre. Vous allez pouvoir méditer, prendre le temps de digérer, de mastiquer. J'espère que je vous ai amené suffisamment de contenu à réfléchir. Donc, soyez doux envers vous-même. Hein? La guérison prend du temps. C'est pas demain que je vais recommencer le ski. Ça prend du temps, mais c'est plus facile d'avoir une épaule cassée. Ça se voit. La dépression, l'épuisement, ça ne se voit pas. Mais dites-vous que c'est comme si vous aviez un membre cassé. Donnez-vous le temps. Chaque petit pas compte, même quand il ne semble mener à nulle part. Ça, je trouve aussi très beau. Et vous n'êtes pas seul, d'autres marchent aussi sur ce chemin. D'autres l'ont traversé. Donc, ne restez pas seul, parlez-en. Parlez-en aux bonnes personnes. Aussi, choisissez les personnes à qui vous confiez. Ça, c'est aussi super important. Et si vous êtes en épuisement, faites du tri aussi. Voyez les personnes qui vous amènent de l'énergie. Et évitez les personnes qui vous en prennent. Parce que vous avez besoin de remplir votre réservoir d'énergie. Et puis voilà ce que Dieu nous dit. Et puis on va lancer après un chant que j'ai choisi bien avant mon accident et qui est tellement d'actualité. Donc la parole dit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Et je vous promets que tout ce que j'ai vécu dans ma vie, Dieu l'a appliqué. Il ne m'a jamais tenté au-delà de mes forces. J'ai perdu ma mère, j'ai survécu à l'épuisement de proches de moi, j'ai vécu plein de choses, mais jamais... Ouais, j'ai perdu ma mère jeune, en fait, parce que c'est vrai qu'à mon âge, ça peut être normal. Non, j'avais 5 ans, c'était pas normal à l'époque. Mais Dieu ne vous abandonne pas. Et si vous croyez qu'il vous a abandonné, ceci est un mensonge. Il est juste en train de vous porter. Sauf que dans les traces du sable, vous avez l'impression qu'il n'y a que les vôtres, alors que c'est Dieu qui vous porte. Et on va laisser le chant. Vous pouvez du coup prendre un moment avec votre Dieu. J'espère que c'est le même que le mien, parce qu'il est incroyable. Je suis sûre que c'est le même que le mien. Il est incroyable. Voilà, donc la sono, je laisse le chant arriver.
Tu es venu me chercher au-delà de mes tourments. Ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. J'ai mis mon espoir en toi. Donc c'était une ode à la faiblesse aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez vous autoriser à être faible à partir d'aujourd'hui, parce que c'est là où Dieu va pouvoir être le plus fort en vous. Moi, j'ai l'impression ce matin qu'on a passé, en tout cas pour ma part, par toutes sortes d'émotions. Voilà. Merci infiniment, Céline, d'avoir abordé ce sujet autour de l'épuisement et surtout de nous avoir donné des pistes pour mieux vivre ces moments difficiles de nos vies et aussi aider ceux qui nous entourent et qui vivent ces moments bouleversants. Je crois qu'on a reçu ce matin avec humour aussi plein de bonnes pistes et de pouvoir s'écouter soi-même aussi. C'est vrai que si on veut être là pour les autres, c'est important d'être déjà là pour soi. Et sans oublier Dieu dans tout ça. Voilà, alors merci d'avoir trouvé la force d'être parmi nous ce matin. Ouais. Alors pour poursuivre autour des tables, Céline nous propose 3 questions. Oui, tu veux que je les mette déjà ? Où en est mon réservoir d'énergie ? Quoi ne plus ou quoi faire pour amener de l'énergie ? Ou faire de moins aussi. Et comment être une aide utile si un de mes proches est concerné ? Et avant le partage autour des tables, j'ai juste encore 2 choses à signaler. Je ne vais pas remonter tout à l'heure au micro. Que la librairie La Rosée est là pour vous. Donc, vous y trouvez les livres que Céline a écrits. Voilà. Il y a un prix spécial du pack parce que j'ai plus que 50 du rose. Le orange est épuisé, il est en vente sur mon site en PDF. Donc, il y a un prix de 60 francs au lieu de 72 francs aujourd'hui à la librairie. Donc, ne vous en privez pas parce qu'après le rose, après les 50, il n'y en aura plus. C'est sur les émotions. Le rose, hein, justement, on en a beaucoup parlé aussi aujourd'hui de ces émotions. Et bien sûr, il y a plein d'autres choses à La Rosée que je remercie d'être parmi nous ce matin. On a une bonne collaboration avec Jacqueline et Laure-Anne et Laure Isabelle et c'est vraiment super. Ouais. Que notre prochain petit déjeuner aura lieu le 5 mai. Nous accueillerons Afshin Javid qui nous donnera un témoignage puissant de comment il a découvert la foi chrétienne dans des circonstances incroyables. Céline va aussi dédicacer ses livres. Oui. Voilà. Et puis, elle se sent suffisamment bien pour être là aussi pour vous. Oui. Amen. Mais d'ici là, voilà, je vous souhaite un bon partage autour des tables et ne vous pressez pas, nous avons tout le temps, voilà, de partager au travers, avec l'aide de ces questions. Je vous souhaite une bonne suite de matinée, une bonne suite de journée.